Bonjour, aujourd'hui chez Putsch, nous avons une nouvelle fois le plaisir d'accueillir François Boulot, porte-parole des Gilets jaunes à Rouen. Nous avons déjà reçu François Boulot à plusieurs reprises. Aujourd'hui, nous le recevons pour un grand entretien sur pas mal de sujets et notamment pour la sortie de son livre Ligne jaune qui vient de sortir à Indigène Édition. Et à cette heure, le livre de François Boulot, je crois, occupe la seconde place des ventes Amazon dans les classements de livres français. François Boulot, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir une nouvelle fois accepté l'invitation de Putsch pour débattre de tous les sujets. J'ai une première question pour vous. Est-ce que François Boulot serait-il devenu essayiste? Parce que dans ce livre-là, on aborde à peu près tout. Gilets jaunes, Union européenne, politique, néolibéralisme. Donc, pourquoi ce livre? Alors, on dirait que peut-être c'est un embryon d'essai parce qu'il fait 35 pages. Le but, c'était que ce soit effectivement un format court, plutôt un manifeste, qui ressemble à ma plaidoirie pour les Gilets jaunes. En fait, j'ai essayé là, dans ce court texte, de défendre le mouvement des Gilets jaunes, de restaurer l'image des Gilets jaunes, parce que j'ai fait le constat, comme beaucoup, que la propagande médiatique a rempli son rôle et a réussi à assigner dans l'esprit de l'opinion publique les Gilets jaunes à la violence. Et donc le but est de laisser une trace écrite et qu'il y ait un argumentaire sur ce qu'a été la réalité du mouvement, ce que revendique le mouvement et donc le fond de la légitimité de la colère qui s'est exprimée, comment les médias ont traité ce mouvement de manière très partiale à mon sens, quelle a été la stratégie du pouvoir face au mouvement des Gilets jaunes, et puis une ouverture peut-être sur ce que nous avons à accomplir désormais pour l'avenir. Très bien, alors parlons de ce titre, la ligne jaune. Est-ce que la ligne jaune, c'est pas la démarcation, c'est l'endroit duquel on ne peut pas aller? C'est quoi la ligne jaune finalement? C'est déjà une plateforme que vous avez lancée, mais il n'y a pas un second sens finalement derrière ça? Il y a beaucoup de sens en fait derrière ça. Le premier, c'est pour le passé, c'est que tous ceux qui se sont mis en mouvement l'ont fait parce que nos gouvernements ont franchi la ligne jaune et ils sont allés trop loin. Le deuxième sens, c'est que c'est la ligne de front et qu'on s'est mobilisé pour essayer de stopper le pouvoir exécutif. Et puis le troisième sens, c'est pour l'avenir, c'est la ligne idéologique désormais qu'on doit suivre pour essayer de fédérer dans un mouvement effectivement qui a toujours été apartisan, donc au-delà des clivages traditionnels, pour essayer demain qu'enfin la politique change dans ce pays. Alors j'ai été alerté, pas alerté, mais intéressé par une citation en incipit. Il y a celle de Victor Hugo, bien entendu, mais je voudrais revenir sur celle de Charles Péguy. Pourquoi Charles Péguy? Je la lis, il faut toujours dire ce que l'on voit, mais surtout, et c'est le plus difficile, il faut toujours voir ce que l'on voit. Pourquoi, François Boulot, cette phrase en incipit? Je crois que c'est celle qui me parle le plus quand j'essaie de parler de l'aveuglement idéologique aujourd'hui de la bourgeoisie ou de la classe moyenne supérieure. C'est-à-dire que ça fait depuis 40 ans maintenant au moins qu'on est soumis à une pensée dominante qu'on appelle traditionnellement le néolibéralisme et qui a infusé dans les esprits comme étant le bon sens. Alors que c'est une idéologie, mais on a l'impression qu'elle décrit le réel. Donc ce sont les idées qui consistent à dire qu'il y a la dette publique, donc la France vit au-dessus de ses moyens, que l'État c'est mal et le marché c'est génial parce que en fait l'État ne saurait pas gérer et le marché via la concurrence eh bien, gérerait tout mieux que l'État. C'est le fait qu'il y a un horizon indépassable qui s'appelle l'Union européenne. Bon voilà, c'est toutes ces idées reçues qui sont en permanence défendues dans les médias traditionnels et en particulier par les éditorialistes. Et dès lors que vous essayez de dépasser ce cadre, alors vous êtes considéré comme un extrême ou comme un utopique ou comme un uluberlu. Et c'est la raison pour laquelle, dès que vous essayez de dépasser ça, ces classes moyennes supérieures ne veulent pas voir. C'est-à-dire qu'elles ne veulent pas voir qu'en fait ce système est dans une impasse, qu'il produit de plus en plus d'inégalités et que par définition il y a donc de moins en moins d'adhésion à cette politique parce qu'elle conduit au déclassement progressif des classes sociales. Ça a commencé avec les classes populaires il y a un bon moment maintenant, puis les classes moyennes et puis désormais même une partie des classes moyennes supérieures est touchée. C'est-à-dire que, comme l'a dit très récemment Emmanuel Todd, en fait Emmanuel Macron aujourd'hui il est dans la gestion de la baisse du niveau de vie. Et ça va continuer, se poursuivre, parce que notamment dans le cadre des traités européens, il se condamne à l'impuissance politique et donc à la colère grandissante du peuple. Et je trouve effectivement que cette citation de Charles Péguy qui dit qu'il faut toujours dire ce que l'on voit, mais plus difficile, il faut voir ce que l'on voit, c'est qu'elle décrit en fait le mécanisme puissant psychologiquement du déni.
Et je débattais notamment avec un sociologue il y a quelques jours qui a été candidat aux législatives sous l'étiquette En Marche et qui nous expliquait qu'en réalité aujourd'hui les gens sont très heureux et que le problème n'est absolument pas sur la question de la répartition des richesses, mais sur la problématique de transformation très rapide du monde aujourd'hui et que les gens se chercheraient un nouveau modèle de vie. Bon, je crois que quand vous avez un pays où il y a 9 millions de pauvres, donc 9 millions de personnes qui vivent avec moins de 1 000 euros par mois, vous avez 150 000 SDF, vous avez des gens qui font les poubelles pour manger, que sur les ronds-points, ce qui s'est toujours exprimé depuis le départ, c'est la question du pouvoir d'achat parce que les gens voient bien qu'ils vivent moins bien aujourd'hui qu'ils ne vivaient il y a 10, 15 ou 20 ans. Non, le problème est véritablement celui de la justice fiscale et sociale dans notre pays, qui est un problème plus général, d'ailleurs, qui touche énormément de pays développés. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, les classes moyennes supérieures ne veulent pas le voir parce qu'elles ont peur qu'un changement de système, un changement de politique porte atteinte à leurs petits intérêts égoïstes. Est-ce que vous pensez qu'elles sont finalement en sursis économique, ces classes moyennes supérieures ou classes supérieures? Vous pensez que ça va leur tomber dessus à un moment donné, cette politique néolibérale? C'est déjà le cas. Je crois que si on parle par exemple des professions libérales, qui ont toutes fait partie des classes moyennes supérieures et qui vivaient de manière confortable. Ça a commencé déjà il y a un certain nombre d'années avec les architectes. Vous avez là un domaine d'activité professionnelle qui est quand même très sinistré dans notre pays. Pour ce qui concerne la profession d'avocat, c'est également le cas depuis plusieurs années. Alors vous avez une hétérogénéité parce qu'il y a des avocats qui gagnent effectivement très très bien leur vie, mais vous en avez aussi beaucoup qui galèrent tout simplement. On imagine que c'est la majorité des avocats. C'est dans la précarité, ou du moins dans la presque précarité. Oui, bon, je ne sais pas si on peut encore parler quand même de précarité, mais je dirais que aujourd'hui, vous avez beaucoup d'avocats qui peuvent gagner 2000 ou 2500 euros par mois en travaillant quand même 50 heures par semaine après avoir fait 7 ans d'études. Bon, on ne voyait pas ça il y a 20 ou 30 ans. Il y a 20 ou 30 ans, vous étiez avocat, bon, vous aviez une rémunération qui était bien plus confortable qu'elle ne l'est aujourd'hui. Vous avez aussi les pharmaciens qui ont été durement touchés. Donc aujourd'hui, même une partie des classes moyennes supérieures est touchée. Je pense également par exemple aux notaires qui pour l'instant sont préservés. Emmanuel Macron, déjà quand il était ministre de l'économie, il a fait passer une réforme pour les notaires pour essayer d'ouvrir le nombre d'études notariales. Bon, alors les notaires se sont un peu protégés parce qu'ils ont postulé en fait via des collaborateurs pour obtenir les candidats qui étaient tirés au sort et que le marché finalement s'ouvre le moins possible. Mais sous l'impulsion de l'Union européenne, on sait très bien que la dynamique va être à un moment donné à faire sauter purement et simplement le numerus clausus qui a protégé pendant des années et des années les notaires. Donc moi, c'est ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que cette dynamique-là ne s'arrêtera jamais parce qu'en fait, les 1 ou les 0,1% sont voraces, que leur cupidité n'a pas de limite et qu'ils essayent progressivement de s'accaparer tous les secteurs de l'activité économique. Et donc cette dynamique-là, tant qu'on ne l'enrayera pas, conduira au déclassement progressif de toutes les classes sociales. Et maintenant, ça va commencer aussi aux classes moyennes supérieures, qui pour l'instant vivent encore assez confortablement pour accepter les règles du jeu, mais la bascule peut s'opérer dans les prochaines années. Je voudrais revenir effectivement sur cette histoire de classe. Vous abordez un problème assez important, un concept ou même, je pense, une idée qui était ça, c'est vrai, sur le mépris de classe. C'est extrêmement prégnant, c'est fort. Qu'est-ce que vous entendez par mépris de classe et qui méprise qui? Je crois qu'en fait, il y a une fracture aujourd'hui dans notre société entre tous ceux qui ont soutenu le mouvement des Gilets jaunes, qui a été porté jusqu'à 75 ou 80%, et puis la classe moyenne supérieure, les 20 ou 25%, qui ont identifié Emmanuel Macron comme le protecteur de leurs intérêts. Bon, j'ai tendance à dire que dans la mesure où Emmanuel Macron il poursuit une politique pour les 1% les plus riches, s'il a 20 ou 25 personnes qui votent pour lui, dans le lot, il y en a donc 24% qui sont cocus dans l'histoire. Mais pour l'instant, ils ne veulent pas voir. Donc, ils l'ont identifié comme le représentant de leur classe. Et Emmanuel Macron, pendant le mouvement, a accentué la fracture entre classe moyenne supérieure et le reste de la population. Et on l'a vu aux élections européennes, où il y a une partie de la droite traditionnelle qui est allée qui s'est dirigée vers Emmanuel Macron. Et pour l'instant, il bénéficie de ce socle électoral. C'est des gens que je côtoie, moi, qui sont mes amis, qui votent Emmanuel Macron ou François Fillon, et qui sont les gagnants des règles du jeu. Et donc ne veulent pas voir changer les règles. Et on retrouve, je crois, cet état d'esprit dans ce qu'on appelle les médias mainstream,
où vous avez des gens sur les plateaux télé qui sont extrêmement bien rémunérés, qui ont des positions confortables et qui, par intérêt égoïste, ne veulent pas qu'un changement puisse se produire. Et l'effet terrible que ça produit, c'est que dans le débat public, on raisonne donc par étiquette. Et donc on essaie de discréditer toute pensée qui serait alternative. Et donc on va prendre soin de définir les étiquettes à son avantage. Donc vous allez avoir les progressistes d'un côté, puis vous aurez les populistes de l'autre. Et puis évidemment, si vous êtes progressiste, vous êtes dans le camp des gentils. Puis si vous êtes dans le camp des populistes ou des souverainistes, vous êtes dans le camp des méchants. Et d'ailleurs, Jacques Attali il vient de nous expliquer que les souverainistes sont automatiquement des antisémites. Donc, oui, c'est le nouveau nom donné à l'antisémitisme. Voilà, donc maintenant vous êtes pour le progrès ou vous êtes antisémite. Moi, ce que je voudrais, sur laquelle je voudrais revenir, c'est cette idée des classes sociales supérieures. Est-ce que finalement, vous ne diriez pas, François Boulot, est-ce que c'est votre avis ou pas, d'ailleurs, vous allez me le dire, est-ce que ce n'est pas des gens qui ont perdu de vue la France au profit de moyens financiers? Et le général de Gaulle disait, finalement, les bourgeois sont une classe abâtardie, alors que le peuple a encore la tripe nationale. On a l'impression que cette phrase du général de Gaulle est criante de vérité aujourd'hui pour une classe qui a finalement oublié la France et qui peut-être se livre à une surface financière suffisante pour continuer à exister et à se faire plaisir. Est-ce que c'est votre idée ou pas? Je crois qu'il y a une distinction quand même à opérer, parce que moi je distingue dans la classe moyenne supérieure, je parle plutôt des gens qui gagnent 10, 15, 20 000 euros par mois. Bon, je ne crois pas que cela ait oublié l'intérêt national, le sentiment patriotique. La souveraineté, par exemple. La souveraineté, je ne crois pas que cela ait fait sécession avec le contrat de la nation, le contrat social. Je crois qu'eux vivent assez confortablement pour ne pas se poser les questions. Donc ils ne sont pas très politisés en fait, et ils sont un peu perdus en fait politiquement, et donc ils votent pour la continuité. Voilà, ça va assez bien pour eux pour ne pas se poser plus de questions que ça. Il n'y a pas de naïveté finalement là-dedans? Oui, il y a beaucoup de naïveté et d'ignorance en fait. Je pense qu'il y a beaucoup d'ignorance. En revanche, il est certain que pour la classe des 1 et même plutôt des 0,1%, là on parle vraiment de la bourgeoisie, de l'élite mondialisée. Je dis mondialisée parce qu'effectivement, à mon avis, elle a perdu tout sentiment d'appartenance à la nation, qu'elle est très mobile, en fait elle est chez elle partout dans le monde, et plutôt dans des grands hôtels ou des grands... Ce que disait Raphaël Guzman. Exactement, qu'il l'a reconnu. Et là, on a véritablement des élites, alors j'aime pas trop les qualifier comme telles, mais des personnes qui sont extrêmement puissantes, qui possèdent énormément de capital et qui fait sécession par rapport à la nation et notamment par rapport au paiement de l'impôt et qui pratiquent sur les États le chantage à l'impôt en expliquant que si on leur fait un taux d'imposition trop élevé, eh bien ils vont s'exiler fiscalement. Voilà, et c'est le chantage auquel nos représentants politiques cèdent depuis des années, et j'avais déjà eu l'occasion d'expliquer que ce qu'il faut, c'est non pas faire de la pédagogie pour nous expliquer pourquoi on ne pourrait pas imposer ces gens comme les autres, il faut une réelle volonté politique pour essayer de trouver les solutions qui vont permettre de les imposer comme les autres. J'avais notamment proposé le dispositif que pratiquent les États-Unis en fixant l'impôt sur la nationalité, ce qui permet bien, de mettre fin à ce chantage en disant vous avez le droit évidemment de vivre où bon vous semble, mais vous ne pourrez pas vous exiler pour des raisons fiscales parce que s'il résulte une différence favorable pour vous, alors vous la reverserez tout de même à l'État français. Ce qui d'un point de vue moral est parfaitement logique puisque ces gens-là, s'ils sont en position où ils sont, c'est parce qu'ils sont nés en France, qu'ils ont bénéficié des institutions de la République française. Alors, reparlons des Gilets jaunes, mais j'y préfère de loin la France périphérique. En quoi, François Boulot, la France périphérique est-elle l'exigence populaire de la souveraineté? Voilà, cette question, je crois surtout qu'il y a dans l'expression des revendications du mouvement celle effectivement d'un retour à la souveraineté du peuple. Parce que les gens ont très vite compris, au bout d'une quinzaine de jours, que derrière toutes les revendications qui s'exprimaient catégorielles sur les augmentations de salaire, la revalorisation des retraites, de l'allocation adulte handicapé, etc., derrière tout ça, c'est la question donc de la justice fiscale et sociale, mais il y a une crise de confiance vis-à-vis des représentants, ce qui est assez logique puisqu'ils ont trahi l'intérêt général, à mon sens, et donc l'intérêt du peuple depuis 40 ans, de droite comme de gauche. Et donc est née la revendication du référendum d'initiative citoyenne. Et l'idée que, bon, vu comment ils ont travaillé depuis 40 ans, on va maintenant reprendre le pouvoir, on ne pourra pas faire pire qu'eux.
Et puis derrière ça, et ça c'est ma lecture et mon analyse, mais c'est que dans le cadre aujourd'hui de l'Union européenne et des traités, l'État a consenti de telles délégations de souveraineté qu'en réalité vous ne pouvez pas conduire une politique économique alternative. Donc il faut bien comprendre que toutes les revendications des Gilets jaunes se heurtent en l'État au carcan institutionnel des traités européens et qu'on ne pourra pas relancer l'activité économique, baisser le chômage pour donner un emploi à tous ceux qui peuvent en occuper un, remonter les salaires pour que les gens puissent vivre dignement. Tout ça, on ne pourra pas le faire dans le carcan des traités européens. Est-ce que vous, donc, vous seriez pour un Frexit, une sortie de l'euro? Moi, le discours que vous donnez, est-ce que c'est possible ou pas? Vous l'envisagez, ça? Alors moi, c'est une question délicate parce qu'elle est marquée au travers de différents partis politiques dans notre pays et le mouvement des Gilets jaunes, justement, il se veut transpartisan. Donc le but est d'essayer de penser le plus librement possible. Moi, je fais le constat très clair, comme je le dis, que l'Union européenne ne nous protège pas, elle détruit les peuples. Donc il faut être clair, il va falloir une rupture politique avec les traités européens. Et après, je suis contre l'idée du Frexit parce que je pense que stratégiquement c'est une mauvaise idée. Il faut comprendre que depuis des années, le travail médiatique a consisté à instaurer la peur dans l'esprit des gens sur toute idée anti-construction européenne telle qu'elle s'est opérée. Et donc, je crois qu'il faut essayer de convaincre les gens de la nécessité de s'affranchir des règles de l'Union européenne, mais pour ça, il faut essayer d'avoir un discours rationnel et d'expliquer très concrètement quelles sont les contraintes qui nous sont imposées en matière budgétaire avec le pacte de stabilité budgétaire européen, en matière de monnaie sur l'euro, où on sait très bien que les conditions de fonctionnement de l'euro en l'état sont un non-sens. Parce que vous n'avez pas de budget de la zone euro, en clair, vous n'avez pas de transfert d'argent possible. Et pour aller encore plus loin, en fait, il faudrait que l'Allemagne soit solidaire avec les autres pays de la zone euro, ce qu'elle se refuse obstinément à faire. Et puis enfin, évidemment, et ça, les gens le comprennent assez bien, le libre-échange, où on s'est mis en concurrence déloyale, pour le coup, avec les pays de l'Est qui proposent des salaires 5 à 10 fois inférieurs à ceux qu'on peut trouver notamment en France. Donc, tout ça empêche de mener une politique économique alternative, mais je crois qu'il faut s'appliquer à expliquer ces mécanismes, mais sans faire peur aux gens, sans parler du Frexit. Vous voyez, notamment dans toute la génération des baby-boomers, depuis que toujours, on leur explique que l'Europe c'est la paix, qu'il faut l'Europe puissance parce que face à la mondialisation, et notamment la Chine et les États-Unis, la France seule ne pourrait pas tenir le rapport de force. Bon, donc pour arriver à déconstruire toutes ces idées qui relèvent du dogme de la religion, il faut essayer de rassurer les gens et de parler de manière rationnelle. Et je pense qu'en parlant de Frexit, vous allez tout de suite effrayer et bloquer la possibilité pour les gens d'écouter vos arguments. Ensuite, plus concrètement de la stratégie de communication, je pense que c'est une erreur de dire que dès l'arrivée au pouvoir, après 50 ou 60 ans de construction européenne, la France, qui en est l'un des membres fondateurs, parte du jour au lendemain de manière unilatérale. Je pense qu'il y a des leviers à actionner avant, il y a une vraie négociation à mener. On sait très bien qu'il y a la règle de l'unanimité, que ça va être extrêmement compliqué, voire impossible, mais il faut le tenter. Que l'Allemagne ne respecte pas tout le temps d'ailleurs, hein, la règle de l'unanimité. Elle s'en affranchit souvent. En plus, mais je dirais que d'ailleurs, c'est derrière la règle de l'unanimité, en fait, c'est la volonté allemande qui pose problème, parce qu'on a un antagonisme d'intérêt entre l'Allemagne et la France aujourd'hui, au moins donc entre les deux pays qui sont moteurs de l'économie européenne. Donc, en fait, c'est vis-à-vis de l'Allemagne qu'il va falloir avoir un rapport de force extrêmement brutal. Et donc, c'est là où il va falloir utiliser des armes, comme la désobéissance au traité, donc on ne contribue plus par exemple au budget. Est-ce que vous seriez-vous, par exemple, pour la politique de la chaise vide, pour reparler une nouvelle fois du général de Gaulle? C'est exactement là où j'allais en venir. C'est que le général de Gaulle, quand à un moment donné, les conditions qu'on voulait imposer à la France ne lui convenaient pas, politique de la chaise vide, et donc c'est sans moi. Je crois qu'en fait, on a oublié que le président de la République, il est mandaté par le peuple français, et donc il doit défendre les intérêts de la France. Pourtant, il ne nous aura pas échappé que sur les 3 dernières mandatures, chaque président élu, le lendemain de son élection, que fait-il? Il prend un avion pour aller à Berlin. Oui, précisément, mais c'est ce que je condamne. C'est que vous avez là des gens qui oublient à chaque fois les intérêts de la France
Et Emmanuel Macron, lui, il en est la quintessence, puisque on a l'impression qu'il a oublié la souveraineté nationale et il promeut une souveraineté européenne. D'ailleurs, là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez, François Boulot? Parce que Emmanuel Macron, depuis septembre 2017, il a fait son discours à la Sorbonne sur cette souveraineté européenne. Est-ce que vous y croyez ou pas? Non, mais moi, je n'y crois pas une seule seconde. Je crois que c'est une formule totalement incantatoire et qui ne peut exister parce qu'on ne peut parler de souveraineté que s'il existe un peuple. Et il n'existe pas de peuple européen aujourd'hui. Vous avez un peuple français, vous avez un peuple allemand, un peuple espagnol, un peuple italien, etc. Et ce qui fait peuple, c'est notamment l'idée de solidarité inconditionnelle. C'est-à-dire qu'on est capable de se soumettre à la loi de la majorité parce que nous faisons peuple ensemble et nous avons des codes culturels communs et une histoire commune qui fait que on accepte effectivement d'avancer tous ensemble. Et d'ailleurs, dans le mouvement des Gilets jaunes, il y avait un sentiment patriotique extrêmement fort et c'est bien le peuple français qui s'est soulevé et pas le peuple allemand ou le peuple espagnol, même s'il y a eu des embryons de mouvements dans d'autres pays, mais on voit bien que c'est le peuple français qui s'est soulevé. Donc il n'y a pas de peuple européen, qu'il ne peut pas y avoir de souveraineté européenne en l'État. Et je crois que c'est un projet, l'idéal qu'Emmanuel Macron poursuit, mais on voit notamment que l'Allemagne, elle protège ses intérêts. D'ailleurs, parlons du traité d'Aix-la-Chapelle, ratifié mardi dernier. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce traité d'Aix-la-Chapelle qui met à mal finalement les derniers bastions de la souveraineté française. Oui, bien sûr. Sur plusieurs articles. Oui, mais je crois que c'est, alors je dirais soit à la fois une irresponsabilité totale d'Emmanuel Macron et à la fois une trahison. Enfin, je suis notamment, moi, absolument opposé à ce que nous perdions notre siège au Conseil de sécurité. Je veux dire, il est en train de dilapider ce qui reste de notre capital aujourd'hui historique qui nous permet de peser dans le monde, que la parole de la France puisse porter. Je crois que tout ça est absolument sidérant. En fait, il faut toujours se poser la question de savoir qu'est-ce que nous apporte l'Union européenne et quels sont ses inconvénients. Je crois à l'effet de levier, je crois que la situation pourrait être bien plus favorable si l'Union européenne fonctionnait, mais en l'état, elle dysfonctionne totalement, donc elle nous est extrêmement préjudiciable. Donc, s'il faut en passer par une destruction à un moment donné, partielle ou totale des traités, parce qu'on n'a pas le choix, si c'est pour préserver les intérêts de notre pays, la France, eh bien, il faudra le faire, tout simplement, et il faudra ne pas reculer. Et c'est pour ça que je crois qu'il faudra de toute façon un soutien légitime, un soutien fort du peuple aux représentants qui auront été élus et qui auront cette mission à conduire, qui consistera à sortir de ces règles actuelles de l'Union européenne. Il faudra un consentement largement majoritaire. Et donc, il faut s'appliquer à essayer d'expliquer à chacun très concrètement pourquoi aujourd'hui l'Union européenne nous empêche de conduire une politique qui permette une meilleure répartition des richesses, qui permette de faire en sorte qu'on impose les ultra-riches comme les autres, qui permette qu'on fasse des investissements, qui permette que l'État puisse donner des aides à des entreprises dans des secteurs stratégiques, notamment de technologie ou de numérique, pour essayer de ce qui est interdit aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Évidemment, ce qui est interdit au nom du dogme de la concurrence, parce que si un État donne des aides à une entreprise, alors il fausse le marché unique. Donc voilà, sauf que par ailleurs, on n'arrive pas à former des projets coopératifs au niveau européen comme on l'avait fait avec Airbus par exemple, alors que c'était l'Europe des nations, c'était pas déjà l'Europe pré-fédérale. Exactement, mais alors là, on a voulu aller plus loin que l'Europe des nations, mais ce qui marchait dans l'Europe des nations, c'est-à-dire des projets de coopération, notamment industriels, et qui fonctionnaient, on n'arrive plus à le faire. Et le niveau d'avancement, d'intégration qu'on a mené dans la construction européenne nous empêche, au moins au niveau national, de pouvoir développer, que l'État puisse impulser des vrais projets de développement économique. Une question sur les parlementaires français quand même. Il y a un exemple pour la soutenir. Quand les parlementaires français votent pour le CETA aujourd'hui, quel est votre regard sur le rôle aujourd'hui de l'Assemblée nationale sous le grand chapeautage de Bruxelles, de la Commission européenne et du Parlement européen, dont nous a vanté les mérites et les vertus de la démocratie en nous disant « vous votez, donc c'est démocratique ». Quel est aujourd'hui ce rôle de l'Assemblée nationale finalement ? Je crois que sous la Ve République, l'Assemblée nationale a toujours eu un rôle quand même assez limité. Ça, pour le coup, c'était la volonté du général de Gaulle, d'avoir un homme au-dessus des partis et de pouvoir conduire une politique, être efficace. Bon, simplement, on a quand même là atteint un niveau qu'on n'avait jamais vu parce que
avant Emmanuel Macron, les députés étaient quand même des personnes qui étaient ancrées localement, qui pouvaient être des barons locaux, et qui, par conséquent, avaient une certaine autonomie vis-à-vis du pouvoir exécutif, tout de même. C'est-à-dire que quand sur le terrain, ça commençait à grincer des dents, les députés pouvaient faire remonter au pouvoir, il y avait des logiques de compromis qui s'opéraient, parce que, tout simplement, in fine, le gouvernement ou le président de la République ne pouvait pas forcément faire du chantage en disant si tu ne soutiens pas tel projet de loi, alors je te retirerai l'étiquette pour ta prochaine investiture aux législatives. Parce que s'il faisait ça, le député en question pouvait de toute façon être élu sans l'étiquette. Bon. La différence qui s'est produite, c'est comme avec Emmanuel Macron, on surgit des gens qui doivent tout à Emmanuel Macron dans leur carrière et là dans leur élection de député. Je crois qu'on avait tous compris que vous mettiez un député en marge, vous pouviez mettre une chèvre à la place, elle aurait été élue puisque c'est uniquement sur l'étiquette. Donc ces gens-là lui doivent tout, donc ils n'ont absolument aucune liberté d'action. Pour les quelques-uns rares qui ont essayé de voter selon leurs convictions et donc contrairement à la ligne du parti, ils se sont fait exclure du parti En Marche. Donc on voit que c'est mené vraiment avec une main de fer. Ce qui fait qu'on a là une chambre d'enregistrement à l'Assemblée nationale et qui vote notamment donc, le CETA sous l'impulsion d'Emmanuel Macron, qui est un traité de libre-échange qui, évidemment, je veux dire, est l'une des racines du mal. Parce que, qui est une perte de souveraineté énorme. Hein. Ah, mais que si, bien sûr, mais savez, en fait, pour les agriculteurs, c'est un désastre. Parce qu'on est encore en train d'ouvrir le marché donc au Canada et donc on va notamment apporter des viandes qui sont produites avec des normes qui ne sont pas du tout conformes à nos standards et à l'exigence que nous on impose en France. Donc il y a une concurrence déloyale là encore qui va s'opérer pour nos agriculteurs. On sait que d'un point de vue écologique, évidemment, aller importer des produits à des milliers de kilomètres, c'est pas tout à fait bon pour la planète. Voilà, on a en fait... Et puis il y a le volet arbitrage, François Boulot. Et puis, le volet arbitrage. Alors j'en ai parlé, on a effectivement en plus ces tribunaux d'arbitrage qui sont instaurés, qui permettent très concrètement à des multinationales de traduire des États donc, devant ces formations d'arbitrage pour les faire condamner donc, à des amendes ou à des dommages et intérêts quand tel État prendrait une législation qui serait contraire aux intérêts de cette entreprise. Sauf que c'est là totalement surréaliste parce que un État, quand il édicte une loi, par définition, cette loi est censée poursuivre l'intérêt général. Et donc l'intérêt général doit s'imposer sur les intérêts particuliers. Donc c'est absolument incroyable qu'on soumette comme ça les États aux multinationales. Parce que voilà ce qu'on est en train de faire avec la création de ces tribunaux d'arbitrage dans le cadre de la signature du CETA. Pour revenir de façon plus globale sur les Gilets jaunes, cette politique néolibérale, est-ce que finalement les Gilets jaunes, la France périphérique, n'a pas été la première pierre posée d'un peuple qui s'était endormi, peut-être pendant plusieurs années, lassé de la politique, qui le voit dans leur chair, qui le sent dans leur chair, et qui finalement, un jour, par milliers, par centaines de milliers, se rendent compte qu'il y a un vrai problème. Est-ce que c'est finalement pas un mouvement d'espoir, aujourd'hui de la démocratie, hein, pour le coup? Ah oui, bien sûr, mais moi c'est l'analyse que j'ai toujours eue. J'ai toujours dit que, à mon sens, la révolution était faite dans les esprits le 17 novembre 2018. C'est-à-dire que tous ceux qui se sont mobilisés ce jour-là et dans toutes les semaines qui ont suivi ont relevé la tête, ils ne la baisseront pas et ils ne sont pas rentrés à la niche. On a une baisse de mobilisation parce qu'il y a un phénomène d'usure lié à la fatigue, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont peur d'aller manifester au risque de perdre un œil ou une main. Mais en revanche, vous avez là des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui maintenant sont bien réveillées, se politisent, donc au sens où ils s'intéressent à l'actualité, ils essaient de comprendre les mécanismes économiques, fiscaux, etc. Et donc là, vous avez en fait une masse qui s'est réveillée, et je crois on a fait la phase 1, mais la phase 2 va arriver, parce que comme cette politique va continuer à précariser les gens, à les appauvrir, à conduire au chômage, ne va pas réussir à augmenter les salaires, qu'on a là la réforme de l'assurance chômage qui va encore précariser les gens et en excluant une partie des chômeurs de l'indemnisation et en baissant dans quelques semaines d'ailleurs, hein, ça va être exactement, et en baissant pour les autres les indemnités chômage. Et puis évidemment le gros sujet de l'année c'est la réforme des retraites qui pour le pouvoir exécutif consiste à expliquer qu'on va essayer de le rendre plus juste en uniformisant les régimes. Bon, vous ne croyez pas au grand débat. Vous êtes un grand pessimiste, François Boulot, finalement. En fait, de plus de justice, et je réponds juste après à cette question, mais en fait, de plus de justice, la réforme, il faut être très clair, elle va appauvrir tout le monde.
Hein. C'est-à-dire que pour avoir la même pension de retraite, vous devrez travailler plus longtemps et sinon votre pension de retraite baissera. Hein. Donc tout le monde est perdant dans l'histoire. Et pour ce qui est du grand débat, de ce second grand débat, bon, on a bien vu ce que ça avait donné avec le premier, dont on savait dès le départ qu'il ne servira à rien puisque Emmanuel Macron il avait dit quoi qu'il arrive, je ne changerai pas de cap. Donc on a vu très clairement, il n'a pas changé de cap, il n'a donc rien annoncé du tout, et donc ce deuxième grand débat va produire exactement la même chose. En fait, Emmanuel Macron, il part en campagne à nouveau pour les municipales, et il va essayer de défendre la réforme des retraites en faisant de la pédagogie, en expliquant, mais en fait il n'écoute rien ni personne. On peut être certain qu'il n'abandonnera absolument pas le projet de réforme. Avec Emmanuel Macron, en fait c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il dit on va faire une concertation. Et puis à la fin, il vous dit, bon, on a fait la concertation, mais finalement, on va faire exactement comme on avait décidé au départ. Mais c'est déjà annoncé d'ailleurs, hein, c'est ce deuxième petit grand débat, je vais l'appeler. Ils ont dit on va discuter, mais les fondations sont déjà coulées. Oui, bien sûr, mais on n'a pas de surprise. Jean-Paul Meneval l'a dit, il a annoncé, et Édouard Philippe aussi d'ailleurs, je crois que c'est Édouard Philippe par contre qui l'a dit. Bien sûr, mais on n'a jamais de surprise. Ils nous disent depuis le départ que de toute façon, ils n'infléchiront à aucun moment leur politique. Et ils feront exactement comme ils ont décidé. Donc en fait, ces grands débats sont uniquement des opérations de communication pour essayer de faire comprendre aux gens. Mais malheureusement pour eux, les gens ils ont bien compris qu'à chaque fois, on est en train de les appauvrir. Donc ça ne peut pas continuer quand, à côté de ça, vous avez à l'évidence des dispositifs fiscaux qui sont faits au bénéfice des ultra-riches, l'ISF, le CICE, la flat tax, l'exit tax et puis maintenant aussi l'impôt sur les sociétés. Bon, on donne des masses colossales d'argent par milliard à ces gens-là et après on vient nous expliquer que le trou de la sécu, ce serait les gilets jaunes. Bon, je veux dire, si on veut équilibrer la sécu, peut-être que le CICE qui pour moitié bénéficie aux très grandes entreprises de ce pays à hauteur de 20 milliards en 2019, vous voyez c'est assez facile de trouver l'argent pour que la sécurité sociale ne soit pas en déficit. Quel regard portez-vous, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas que les gilets jaunes, les urgentistes, d'ailleurs peu de médias en ont parlé, ou du moins sur l'importance du mouvement. D'ailleurs il y a eu une réunion hier à Paris qui a mobilisé beaucoup de monde, dont des médecins. On parle aussi des routiers. Parlons des professeurs, parlons de toute une catégorie de gens sectoriels, de plusieurs secteurs qui sont en train de se mobiliser énormément. Les agriculteurs aussi, d'ailleurs, ils sont toujours... Les avocats. Les avocats, vous avez rien. Il y a eu 30 000 personnes à Paris il y a quelques semaines. Est-ce que ça vous étonne? Et deuxième question, je ne le pense pas, mais est-ce que vous pensez que aussi les Gilets jaunes vont pouvoir aller s'agréger, ou du moins que la France périphérique s'agrège autour d'un vaste mouvement social? Et je vais arriver à la question qui fâche de la chimère, la fameuse chimère de la convergence des luttes. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que ça c'est plausible d'ici la fin de l'année? Évidemment, le fait qu'il y ait plein de secteurs en révolte aujourd'hui, en colère, ça ne m'étonne absolument pas, puisqu'on est dans cette dynamique que j'expliquais où la politique néolibérale est en train de précariser, d'appauvrir tout le monde. Et tout le monde vit le déclassement. En fait, je voudrais juste dire que pour ceux qui disent que dans notre pays, on vit quand même bien comparé à tel ou tel autre pays, le problème en tant que tel, c'est pas celui de la pauvreté, c'est celui de l'appauvrissement. Le problème est celui de la dynamique dans laquelle vous vous trouvez. Et aujourd'hui, les gens constatent bien qu'ils vivent moins bien aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Donc, ils comprennent qu'il va falloir changer la dynamique. Donc, vous avez effectivement plein de foyers de contestation. Les enseignants, les pompiers, les services d'urgence des hôpitaux, les avocats et les professions libérales, il y a les pilotes de ligne aussi. Bon, vous avez en fait là tout le monde qui a une bonne raison d'être en colère et d'être révolté contre la politique injuste du président de la République. Alors après, sur la question de la convergence, bon, c'est évidemment une question qui... On ne sait pas ce qui va se produire. Mais je crois que la situation en l'état, elle est assez explosive, elle est très fragile, parce que ces foyers de contestation, à un moment, peut-être effectivement, vont converger. Moi, je crois que ce qui peut faire convergence, c'est si à un moment donné, il y a des secteurs stratégiques qui permettent véritablement de bloquer le pays, qui se mettent en mouvement. Parce que je crois qu'en fait, chaque citoyen se met véritablement en mouvement avec un seuil de déclenchement qui lui est propre, mais quand il se dit que cette fois-ci, en se mobilisant, il peut gagner. Et donc, par exemple, si la grève qui est annoncée pour le 5 décembre dans les transports, RATP, SNCF... On rappelle que c'est une grève illimitée, enfin, annoncée comme illimitée. Annoncée comme une grève illimitée, RATP, SNCF et transport routier. Je crois que là, si effectivement ces trois secteurs se mettent en grève, ils ont les moyens de paralyser le pays. Et là, je peux vous dire, je pense que pour les milliers de gilets jaunes qui sont rentrés chez eux et qui attendent le bon moment de se mobiliser, là, ils ressortiront en masse pour venir en soutien. Ça, j'en suis absolument certain.
Et donc, j'espère que, un, cette grève-là prendra, et que deux, ces 2 ou 3 secteurs stratégiques qui se mettent en grève penseront à l'intérêt général, penseront à l'intérêt de la nation et ne s'arrêteront pas de se mobiliser parce qu'ils auraient obtenu des concessions très rapidement du pouvoir exécutif. Je crois qu'il est temps qu'on ait un véritable changement et que chacun défende plus ses petits intérêts catégoriels. Oui, parce que c'est encore le risque. C'est ce qui s'est passé en novembre avec les routiers. Bien sûr. Elisabeth Borne avait reçu les syndicats routiers qui avaient immédiatement stoppé les mouvements, l'action qu'ils devaient prévoir avec les Gilets jaunes notamment. Mais c'est le risque, hein. Mais même moi dans la profession d'avocat, hein, c'est ce que je vois, où en fait aujourd'hui nos instances représentatives ont plutôt tendance à essayer de défendre notre régime spécial. Ce avec quoi je suis d'accord, mais en fait, ce qu'il faut, c'est le mot d'ordre, c'est de contester totalement cette réforme des retraites, c'est se mettre en solidarité avec tout le monde, parce que si on défend chacun notre petit bout de gras et nous notre régime spécial, et puis qu'on dit au gouvernement non, mais pour les autres on est d'accord, mais touchez pas à nous, bon, c'est le meilleur moyen, évidemment, de rester tous isolés dans notre coin. Donc pour converger, il faut lutter tous ensemble contre cette réforme qui est injuste parce que tout le monde va s'appauvrir. Et d'autres choses peuvent être faites, tout simplement. Si vous réduisez le chômage, alors vous allez pouvoir retrouver l'équilibre sur le régime des retraites. Mais une autre solution peut consister à peut-être taxer un peu plus les revenus du capital. Bon, nous savons qu'en France, on est le record d'Europe de distribution de dividendes. On avait fait 47 milliards en 2017 et on a fait 57 milliards en 2018. Bon. Nous, plutôt que d'essayer de taxer ces dividendes qui sont absolument disproportionnés, on donne par l'intermédiaire du CICE 10 à 20 milliards aux plus grandes entreprises de ce pays. Tout ça n'est pas sérieux. Une autre question, vous parlez dans la ligne jaune, votre livre, chez Indienne Édition, vous parlez de la stratégie du chaos. Qu'entendez-vous par la stratégie du chaos, François Boulot? Je crois qu'il y a une partie du mouvement des Gilets jaunes qui a pu être naïf et penser que pour la première fois, alors qu'ils étaient les invisibles de la République, on leur tendait les micros, donc pour la première fois on les voyait, ils pouvaient exprimer la misère dans laquelle ils vivaient, la colère, l'indignation face aux injustices, et ils se sont dit peut-être pour certains que le pouvoir allait essayer de répondre légitimement à leurs revendications. Aujourd'hui, je peux vous assurer que tous les Gilets jaunes ont bien compris que, en réalité, nos gouvernants trahissent l'intérêt général et qui servent les intérêts particuliers de quelques-uns, notamment ceux qui ont permis à Emmanuel Macron d'accéder au pouvoir. Et donc, en fait, on a les Gilets jaunes qui ont compris que le pouvoir n'essayait pas de répondre à leurs revendications. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il les a brutalisés. La stratégie du chaos, ça a commencé dès le départ à dire hypocritement on voudrait bien négocier avec le mouvement des Gilets jaunes, mais malheureusement, il n'y a pas de représentants. Et puis, dans la réalité, les consignes étaient données aux préfectures et aux forces de l'ordre pour aller évacuer systématiquement les ronds-points, à base de gaz lacrymogène, de coups de matraque, de chiens aussi qui étaient envoyés sur les Gilets jaunes parfois. Et puis, en évacuant donc les ronds-points, le gouvernement savait très bien que le risque, et c'est ce qui s'est produit, c'est que les gens n'avaient plus d'autres moyens pour être visibles que d'aller en manifestation. Et évidemment, qui dit manifestation dit risque de débordement et qu'il y ait des affrontements, de la casse matérielle et des affrontements avec les forces de l'ordre. Et le pouvoir a alimenté ça. Il l'a fait notamment en mettant des policiers qui étaient déguisés en casseurs et qui, je dirais, encourageaient à la casse. Je ne dis pas que tous les casseurs sont des policiers, mais il y en avait certains qui, comme ça, étaient infiltrés pour encourager les autres. Et tout ça pour essayer de mettre en scène justement les violences, que les médias en fassent leur chou gras, et mettre à distance de cette manière toute la classe moyenne du mouvement qui est évidemment extrêmement réfractaire à la violence. Donc la stratégie du chaos, ça a été ça, alimenter les violences au maximum, réprimer évidemment les manifestations en laissant une impunité totale aux forces de l'ordre pour tirer au LBD dans la tête des gens. Et donc il y a eu 25 éborgnés, l'utilisation des grenades de désencerclement qu'on fait qu'il y a eu 5 ou 6 mains arrachées. Et puis derrière, en plus, on a tout fait pour réprimer judiciairement les Gilets jaunes. Alors ça a été les condamnations à des peines de prison ferme, des prisons avec sursis, mais aussi des amendes qui ont été infligées à tour de bras par des policiers ou des gendarmes. Ou des gardes à vue préventives.
Ou évidemment les gardes à vue, c'était des interpellations préventives. Bon, on était dans Minority Report, hein, c'est-à-dire que vous n'aviez rien fait, mais vous étiez mis en garde à vue. Hein, donc j'ai dit à l'époque que je ne savais pas que la ministre de la Justice ou le ministre de l'Intérieur étaient comme les précoques, ils avaient un pouvoir d'anticipation du passage à l'acte. Notamment, il y a des gens qui ont été mis en garde à vue et qui ont subi des procédures pour avoir été arrêtés avec un gilet jaune dans la voiture. Ce qui n'est ni plus ni moins qu'une obligation légale, tout le monde s'en rappelle, qui a été instaurée sous Nicolas Sarkozy. Donc, on a en fait été face à un État qui a tout fait pour étouffer, même anéantir le mouvement. Donc c'est en cela que j'utilise l'expression de la stratégie du chaos, c'est que tout a été fait pour alimenter les violences, réprimer le plus durement possible les manifestants, et de cette manière, on mettait également à distance les classes moyennes du mouvement des Gilets jaunes. Vous en avez parlé un peu, mais le traitement des médias dans tout ça, le rôle des médias, on va dire médias mainstream, là-dessus, on a eu des samedis entiers de direct, de 8h du matin jusqu'à 10h, 11h, minuit, avec des traitements qui étaient extrêmement condescendants, voire très agressifs sur les Gilets jaunes. On n'a pas près tout entendu. D'ailleurs, je voudrais que vous réagissiez là-dessus. On entend beaucoup concernant Hong Kong, les manifestants pro-démocrates hongkongais et les méchants Gilets jaunes. C'est quoi votre vue, quel regard portez-vous là-dessus, sur ces médias? Vous en avez parlé, mais vraiment, est-ce que ça a joué un rôle important dans la délégitimation du mouvement des Gilets jaunes? Oui, bien sûr, mais en fait, ça a été assez progressif et surprenant. C'est-à-dire qu'au début, les médias ont eu un regard quand même plutôt bienveillant sur les Gilets jaunes, avant qu'il n'y ait les violences. C'était un mouvement qui contestait les taxes et puis qui était un peu spectaculaire. Voilà, des gens, on ne savait même pas qu'ils existaient encore. Ils investissent les ronds-points. Bon, c'est un peu folklorique et donc on va leur tendre les micros, on voit ce que ça donne. Bon, puis après, il y a eu les violences et alors là, la classe moyenne supérieure, elle s'est totalement, je dirais, crispée. Elle a pris peur et donc tous les moyens étaient bons pour essayer de discréditer. Donc on allait prendre les quelques faits divers, ici homophobes, ici racistes ou antisémites, bref, éléments, faits tout à fait condamnables en soi, c'est une évidence, mais qui n'étaient que des faits totalement isolés et qui ne représentaient absolument pas ce qu'incarnait le mouvement des Gilets jaunes et les aspirations des gens qui se mobilisaient. Donc il y a cet effet qui ressort, on en a parlé tout à l'heure, du mépris de classe, et dès lors que le pouvoir s'est senti en danger, il a tout fait pour discréditer le mouvement. Et effectivement, quand on compare avec la situation à Hong Kong, qui là ressort de manifestants qui seraient pro-démocratie, bon, il est assez surprenant de constater que les Gilets jaunes, eux, étaient assignés plutôt à la condition de sauvage plutôt qu'aux défenseurs de la démocratie. Quel regard avez-vous sur le mot populisme? Vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez fait la liaison. Est-ce que pour vous, finalement, c'est le discrédit des gens qui sont quelque part souverainistes ou anti-progressistes ou non progressistes? Est-ce que c'est une délégitimation aussi d'un courant de pensée, d'un état de fait plus tourné vers la nation que vers l'Union européenne ou l'Europe néolibérale? Oui, bien sûr. Alors, je vais essayer de répondre rapidement parce que sinon, je pourrais passer 3 heures sur la question. Mais bon, de manière générale, je crois que quand les médias utilisent le mot populiste, en fait, la signification derrière, c'est démagogique. Ça voudrait dire que tous les gens qui se revendiquent ou sont étiquetés populistes proposeraient des idées démagogues, donc qui seraient utopiques. Bon. Et là, on en revient en fait à la contestation de la pensée dominante. Dès lors que vous sortez du dogme néolibéral, et alors on va vous dire que vous n'êtes pas sérieux, que c'est extrémiste, voilà. Et donc de cette manière, en fait, on n'a pas besoin d'aller dans le fond. On vous dit populiste, vous êtes disqualifié, et ce sont les progressistes qui sont les gentils, et il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Bon. Alors ce qu'il faut savoir notamment, c'est que Jacques Attali, il avait déjà indiqué dans une interview qu'en réalité, ce qu'il fallait comprendre, c'est qu'il y avait la démocratie, et à côté, il y a le progrès. Donc ça vous donne une idée de ce qu'est le progrès par rapport à la démocratie. Ça ressemble plus à une dictature, a priori, dans sa vision. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'il essayait d'expliquer, c'est que pour obtenir le progrès, bon, parfois, il faut s'affranchir de la démocratie. En fait, il faut s'exonérer des peuples. C'est ce que j'allais dire, il faut s'exonérer de l'avis du peuple, de la décision du peuple, parce que les élites, finalement, savent mieux que le peuple ce qui serait bon pour lui. Bon, on voit dans quel marasme tout ça nous conduit. Donc je crois effectivement que, en tout cas, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il faut toujours derrière les étiquettes, derrière ces grands mots de progressisme, de populisme, de capitalisme par exemple, il faut toujours essayer d'aller au fond des choses, d'expliquer ces concepts, et puis pour savoir ensuite se positionner et dire si on est d'accord ou pas d'accord. Moi,
quand j'entends le mot populiste, si c'est derrière peuple et populaire, ça me va très bien. Si c'est la défense des intérêts du peuple et donc des intérêts du peuple français, la défense des intérêts de la nation française. Donc je crois qu'il faut essayer de mettre de la nuance dans le débat, du contenu, parce que ce raisonnement par étiquette empêche toute réflexion et on est pour ou contre. Bon, je crois les choses sont un petit peu plus compliquées que ça, la réalité est plus complexe et donc il faut essayer de raisonner de manière argumentée et aller au fond des choses. Dernière question, c'est une question, pas sûr qu'on vous l'ait posée souvent, mais pour 2022, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer qu'une figure issue de la France périphérique, issue des Gilets jaunes, puisse à un moment donné émerger très rapidement et puisse constituer un socle électoral très important pour peut-être aller titiller Emmanuel Macron ou un autre ou une autre pour les élections 2022, puisqu'on rappelle que les Gilets jaunes ont excommunié les partis et les syndicats. Donc on a un peu l'impression qu'il y a un boulevard pour quelqu'un qui aurait du charisme et qui pourrait à un moment donné clarifier la situation et être très clair sur ces grands sujets. Est-ce que ça vous paraît envisageable, ça vous paraît tenable, François Boulot, cette idée ou pas? Pourquoi pas? C'est-à-dire qu'effectivement, si on analyse la situation politique, tout le monde voit bien que pour 2022, on est en train de nous enfermer dans l'alternative Macron ou Le Pen. Et je crois qu'il y a une majorité de Français aujourd'hui qui voudraient pouvoir voter pour une troisième personne, une troisième idéologie, une troisième ligne politique. Il me semble qu'il y a un boulevard aujourd'hui qui existe. Le problème, c'est qu'effectivement, personne, à mon sens, n'est identifié dans l'opinion publique comme une alternative crédible à Macron-Le Pen. On n'a pas le général de Gaulle, on n'a pas un Winston Churchill, voilà, les hommes de l'époque qui avaient été appelés à un moment ou à un autre pour sauver la nation. Et donc, en réalité, personne n'est identifié aujourd'hui comme quelqu'un pouvant aller porter effectivement les aspirations légitimes d'une très large majorité de citoyens. Mais je crois que c'est ce que j'essaie d'expliquer, la nature a horreur du vide. Donc une personne, à mon avis, émergera, mais à la limite, la question de son identité importe peu. Ce qu'il faut avant tout, c'est déjà se fédérer sur les idées. Parce que peu importe qui vous mettrez au pouvoir, les défis sont tellement grands. Notamment sur la question de la reprise de la souveraineté et du rapport de force qu'il va y avoir à conduire par rapport à l'Union européenne et à son fonctionnement, qu'il va falloir qu'il y ait un consentement, un soutien extrêmement fort, non seulement aux personnes qui prendraient le pouvoir, mais également au programme, au contenu, à la ligne idéologique qui s'imposerait. Et donc, il faut d'abord essayer de fédérer le plus largement possible sur les idées. Les idées, c'est la souveraineté et la démocratie, c'est une répartition équitable des richesses, donc la justice fiscale et sociale, et que les ultra-riches contribuent à l'impôt comme tout le monde. Et puis évidemment, ensuite, c'est la question de l'urgence climatique, de la transition écologique. Je crois que ces trois idées fortes constituent la ligne aujourd'hui qu'il faut suivre. Et fédérons-nous sur les idées, que tout le monde comprenne aujourd'hui quels sont les enjeux, quels sont les clivages aujourd'hui politiques qui existent. Et puis, je pense qu'une personne émergera parce que dans les institutions de la Ve République, il faut en dernière instance qu'il y ait une personne qui porte un programme pour gagner les élections présidentielles, puisque ce sont les seules élections présidentielles qui permettent de prendre les manettes de l'État et donc de véritablement être maître de la politique qui est conduite. Sans faire de lien trop actif, mais on vous a souvent, les Gilets jaunes, vous ont souvent parlé de vous, en tant que peut-être porte-parole. Il y avait eu des sondages qui étaient parus d'ailleurs, vous étiez très bien placé. Vous, dans les prochaines semaines, les prochains mois, quel pourrait être votre rôle? Est-ce que vous pourriez articuler finalement ces trois axes que vous évoquez? Comment vous voyez, vous, François Boulot, vous avez un livre là que j'ai sous les yeux qui vient de sortir, donc déjà on sent qu'il y a une analyse, un décryptage et aussi une vision très claire de ce qu'il faudrait faire et dans quel chemin la France devrait aller. Est-ce que finalement vous, sans parler de présidentielle, soyons très clairs, mais comment vous positionnez ça? C'est extrêmement intéressant. Moi, j'ai toujours dit par rapport à la question d'un mandat que ce n'était pas un objectif. Donc j'irai là où je suis le plus efficace et pour l'instant, je ne crois pas du tout au fait d'aller à un mandat. Pour l'instant, ce que j'essaie de faire, c'est précisément d'essayer d'émanciper les consciences, de travailler sur les idées. Donc, le manifeste est une première pierre. Ensuite, on est en train de développer la plateforme numérique de la ligne jaune et on a le projet de construire un module de vote pour essayer de faire une espèce de référendum d'initiative citoyenne numérique qui permette donc aux gens, gilets jaunes ou pas d'ailleurs, parce que ça a vocation à toucher le plus de citoyens possible, à venir sur la plateforme et à proposer des référendums, à voter et à débattre pour essayer de politiser et d'élever au maximum le niveau de conscience. Je me permets, mais ça ressemble étrangement à la naissance des Cinque Stelle en Italie avec Beppe Grillo.
Votre stratégie aujourd'hui, Oui, livre, la plateforme Rousseau, et on a vu ce que ça a donné d'ailleurs rapidement, en très peu de temps. Hein. Alors, à la différence près que moi je pense que la ligne jaune, pour essayer précisément de garder le caractère apartisan ou transpartisan et que chacun se sente libre, militant politique ou pas, de s'investir sur la plateforme, la ligne jaune ne deviendra pas un parti politique. C'est un projet citoyen où on va débattre, on va essayer de faire de la politique au sens noble, on va débattre des idées. Bon. Que de ce projet-là, ensuite, il ressorte un parti politique, peut-être, mais on verra, on n'en est absolument pas là. Moi, je veux vraiment travailler à ce que les gens s'investissent dans la politique, et vu que le mouvement des Gilets jaunes revendique le référendum d'initiative citoyenne, et ben, ça veut dire qu'il faut arrêter de faire confiance aux gens et de déléguer son pouvoir sans s'intéresser au contenu politique, de l'économie, de la fiscalité. Donc ça veut dire qu'il faut que tout le monde mette un peu les mains dans le cambouis pour essayer de comprendre très concrètement les mécanismes qui sont là. Donc moi je veux travailler à ça. Et puis par ailleurs, je suis en train d'écrire un autre livre qui est le livre que j'avais commencé à écrire avant le mouvement des Gilets jaunes, et qui est là un ouvrage de vulgarisation de la politique et donc d'essayer de rendre le plus accessible possible ma compréhension du monde aujourd'hui et donner les clés de compréhension de la politique. Parce qu'on imagine, pour terminer, vous avez été approché par des partis politiques, des formations. Sur Heureusement, on vous a beaucoup vu. Vous exprimez clairement beaucoup de concepts difficiles. D'ailleurs, Gilets jaunes le dit souvent. François Boulot, il nous explique clairement ce qui paraît assez compliqué à comprendre. Et on arrive à comprendre, à mieux voir, à décrypter, peut-être à augmenter leur libre arbitre. On voit que vous n'avez pas cédé aux sirènes, comme d'autres Gilets jaunes depuis le début. Hein. On parlera de Benjamin Cauchy, Ingrid Lavasseur. Donc vous êtes resté dans votre ligne politique. Enfin, vous faites de la politique, vous le dites, hein, vous faites de la politique, mais je suis apolitique, ça veut dire sans étiquette de parti. À un moment donné, on imagine, vous connaissant un peu, que vous allez avoir envie aussi peut-être de mettre ça en forme, d'orchestrer ça. Qu'est-ce qu'on va en faire de Pas tout... forcément. Ouais, pas forcément. C'est-à-dire que si mon rôle est le plus efficace, justement, dans un rôle entre guillemets hein, d'intellectuel, mais je veux dire de défense d'idées, et que justement, on ne peut pas me taxer d'opportuniste ou d'ambitieux parce que je ne vais pas à des élections. Si je suis plus efficace dans ce rôle-là, alors je continuerai à mener ce rôle-là. Vraiment, je sais que je vais mener le combat politique, mais il y a différents moyens de le conduire. Et aujourd'hui, bon, ma vie, elle a été un peu bouleversée. Hein, je m'attendais pas à me retrouver dans cette situation. Donc, je n'ai aucune idée sur la manière dont je vais continuer mon engagement. Ma seule direction est celle de mes convictions, qui était faite avant le mouvement. Il se trouve que mes convictions sont en accord très largement avec le mouvement des Gilets jaunes. Donc c'est ça qui a fait que j'ai reçu un soutien de beaucoup de gens. C'est que ce que je défends, ce en quoi je crois, correspond aux aspirations des gens. Bon. Je ne sais pas de quelle manière je vais continuer mon engagement. Si un jour c'est les élections, parce que je peux être plus efficace, peut-être que ce sera ça, mais les conditions sont simples, c'est qu'il faudra toujours que je n'ai pas de compromis à faire avec mes convictions. Je n'ai pas envie de faire de compromis, je veux rester indépendant dans ma façon de penser et garder mon indépendance d'esprit et donc pouvoir toujours défendre ce que je crois juste. Et il est tout à fait possible que ces conditions ne soient jamais réunies et qu'en fait je trouve être plus efficace en ayant un rôle de garant d'une ligne idéologique et d'essayer de parler directement aux gens pour essayer de faire évoluer les consciences. Ce que je voudrais notamment faire comprendre, c'est que ça fait trop longtemps que les électorats sont prisonniers des partis politiques et on raisonne en termes de captation de clientèle et d'étiquette. Moi, je crois que si vous travaillez sur les esprits, sur l'émancipation des consciences, alors vous modifiez les conditions de l'électorat. Et quelqu'un qui votait hier à droite votera à gauche, ou qui votait à gauche votera à droite, parce qu'en fait, ces concepts n'ont plus de sens. Alors que les clivages ont bien changé depuis. Hein. Exactement. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut, je crois, essayer de fédérer sur la question de la souveraineté, donc de la démocratie, ce qui s'oppose aux libéraux. Et de cette manière-là, je pense qu'on peut arriver à modifier les conditions de l'électorat et donc faire modifier le rapport de force électoral et faire gagner une force politique demain qui défendra ce que je vous disais, démocratie, souveraineté, répartition équitable des richesses et puis la transition écologique.
D'accord. Donc, ce jour, vous n'écartez rien, mais vous n'avez absolument rien prévu. Exactement. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Merci François à vous. Boulot, pour ce long entretien. On rappelle, hein, vous venez de sortir La Ligne jaune chez Indigène Édition, à lire, seconde des ventes à cette heure des ventes de livres français sur Amazon. Merci beaucoup.